Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, l'avenir des relations entre le Parlement marocain et son homologue européen. Hier, les présidents des groupes parlementaires, les membres de la commission parlementaire mixte Maroc-UE et des experts se sont réunis pour étudier cette question aujourd'hui malheureusement, malencontreusement d'actualité compte tenu des attaques et allégations à répétition émises par certaines parties au sein du Parlement européen. Et là, il y a un grand point d'interrogation, notamment sur la nature des intentions de ces partis. Pourquoi instrumentaliser la question des droits de l'homme? Parce qu'il faut l'avouer, c'est une instrumentalisation pure et dure qui instrumentalise les visées contre l'intégrité territoriale du royaume. Pourquoi ressortir le dossier Pegasus, une affaire dans laquelle l'implication du Maroc n'a toujours pas été prouvée? Et nous discutons de ces sujets ainsi que de tous les sujets qui sont relatifs à cette question épineuse des relations et peut-être même de réévaluer, il est question de réévaluer ces relations entre Rabat et Bruxelles de la perspective parlementaire et comment cela risque de déteindre sur le partenariat global entre le Maroc et son partenaire historique, l'Europe. Un membre de la commission parlementaire mixte Maroc-UE et des nôtres ce soir. Il s'agit du président du groupe PAM à la Chambre des conseillers, Khmar Mrabit. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et bien sûr, nous avons également avec nous, pour disséquer et analyser ces sujets, deux experts, un en droit, en la personne de professeur Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Également avec nous, l'expert en relations internationales et professeur à l'Université Mohamed V, également de Rabat, professeur Zakaria Abou Dahab. Bonsoir, professeur Abou Dahab. Bonsoir, Madame Khadija. Alors donc, l'actualité, c'est cette commission ad hoc qui vient de voir le jour au Parlement marocain, bien sûr, suite à la réaction très forte du Parlement marocain qui, à l'unisson, dénonce ces pratiques au sein du Parlement européen qui attaque les intérêts non seulement du Royaume, mais aussi sa souveraineté et son intégrité territoriale. Alors, Khmar Mrabit, donc vous étiez hier à cette journée dédiée, ou cette journée d'études dédiée justement à la discussion de la situation. Parlez-nous donc un peu de ce qui a été discuté, mais surtout des prérogatives et des missions de cette commission ad hoc. Merci. Donc, comme vous le savez, malheureusement, notre pays subit des agissements hostiles et des attaques infondées et répétées. Donc, et notre Parlement, comme vous avez dit, donc, le 23 janvier, a donc répondu d'une manière claire, nette, et que nous rejetons donc exactement ces accusations infondées. Et il y a eu donc une déclaration, et à la fin de la déclaration, donc, ça a été dit clairement que le Maroc, donc le Parlement marocain, allait donc reconsidérer ses relations avec le Parlement européen et faire une évaluation parce que c'est ce qui est normal, parce que ça fait plus de 10 ans, d'une décennie, donc n'a pas eu de réévaluation du travail de cette commission mixte, donc Parlement européen, Parlement marocain. Donc hier, c'est vrai, donc, et la décision aussi a été prise à la suite de cette déclaration, de créer donc une commission pour faire cette évaluation thématique. La première, ça va être le côté juridique, voir les relations de notre pays avec le Parlement européen en se basant sur, bien entendu, dès sa création, c'est-à-dire le statut avancé, le partenariat donc, avec l'Europe, et aussi d'autres documents réglementaires. Donc c'est ça ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il y a eu quand même des non-respects, non-conformités du côté européen, du statut aussi, de tout ce qui a été décidé des deux côtés, Parlement européen, Parlement marocain. J'aurai l'occasion de vous donner des exemples. Parce que certaines règles ont été enfreintes, notamment en ce qui concerne cette résolution non contraignante qui a été prise au sein du Parlement européen, qui a fait réagir bien sûr le Parlement marocain, où on dénonce les pratiques des droits de l'homme au Maroc. Est-ce que justement le Parlement européen n'aurait pas suivi le processus légal, juridique, tel qu'il est stipulé dans le partenariat entre les deux parlements européens et marocains? C'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est des contradictions flagrantes.
Parce que vous prenez, par exemple, vous revenez un petit peu en arrière, il y a plus de 20 ans. Donc le Maroc était cité exactement comme un exemple. Le Maroc a fait beaucoup de progrès dans le domaine des droits de l'homme, bien sûr le droit d'expression, etc. Mais malheureusement, soudainement, donc on a dit, ben voilà, il y a eu des champs de manquements, etc. Donc si vous voulez, ça c'est infondé, c'est créé. Et au sein du Parlement européen, il y a des lobbyistes. Il y a des gens, voilà, ils font que ça. Leur fonds de commerce, c'est vraiment d'attaquer le Maroc. Vous faites bien de dire des fonds de commerce parce que justement les parlementaires européens sont éclaboussés par des scandales de corruption. Exactement. Mais bon, encore une fois, on pointe le Maroc. Voilà, on pointe le C'est Maroc. venu vraiment à c'est-à-dire entre le scandale ce qu'ils appellent le Maroc Gate et cette attaque frontale via cette résolution qui condamne les pratiques des droits de l'homme au Maroc, sur des affaires qui sont toujours en cours, que la justice est toujours en train de traiter, que la justice marocaine, indépendante, n'est-ce pas, et souveraine, est toujours en train de traiter. Donc, je voudrais vous interpeller également sur cette réunion hier, professeur Srimi, vous y étiez? Oui, merci. Effectivement, j'y étais et je voudrais dire un certain nombre de choses à ce sujet. Première question, pourquoi il y a cet activisme accéléré contre le Maroc aujourd'hui? Nous y venons. Bien, alors il faut quand même rappeler l'histoire toujours. Vous savez, entre 2010 et 2022, il y a eu pas moins de 900 interpellations au sein du Parlement européen contre le Maroc. J'ai le chiffre exact, 920. 2022, il y a eu 112 questions posées par les eurodéputés sur le Maroc, plus 18 propositions d'amendement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a, à un premier niveau, ceux qui sont traditionnellement hostiles au Maroc, on le sait depuis toujours. Il y a un deuxième niveau de ceux qui s'accommodent mal des avancées démocratiques de la dernière décennie en particulier, et parce que ça dérange un schéma préétabli. Pour eux, le Maroc doit rester un régime, une monarchie, la répression, les années de plomb, comme il disait, les atteintes aux droits de l'homme, etc. Donc ça, ce qui est fait par le Maroc, casse cet argumentaire. Troisième point, deux éléments cumulatifs de politique internationale. Le premier, c'est ce qui s'est passé depuis décembre 2020, notamment la décision américaine de la marocanité des provinces sahariennes, suivie par l'Espagne, dans des conditions que vous savez, par l'Allemagne, par la Hollande et d'autres pays. C'est une donne majeure dans les termes de référence de la question nationale. Ça gêne qui? Ça gêne un certain nombre de pays traditionnels. Je vais parler de la France, moi je peux le dire, il faut bien le dire, qui n'a pas accepté cette autonomisation géostratégique et diplomatique du Maroc par rapport à des positions que le Royaume avait, etc. Ça joue. Et dernier élément qui est cumulatif à ce que je dis, ce changement géostratégique, c'est le rapprochement particulier entre Paris et Alger. C'est un rapprochement qui est intervenu depuis 1 an seulement, depuis 1 an, 14 mois exactement. Pourquoi 14 mois? Tout le monde se souvient de la déclaration du président Macron disant « Oui, l'Algérie, c'est un système politico-militaire qui doit être revu et c'est un régime qui vit sur la rente mémorielle. » Septembre 2021, il l'a dit. Après, il a corrigé le tir, il a multiplié les actes et les signaux de direction d'Alger jusqu'à sa visite de la fin août 2022, plus la visite du chef d'état-major Saïd Chengriha il y a 15 jours, plus la prochaine visite du président Tebboune en mai à Paris. Donc tout ça fait qu'il donne des gages. Ce n'est pas par hasard, il fait de la diplomatie. Il donne des gages à Alger en disant « Voyez comment nous réévaluons notre politique avec Rabat ». Et c'est d'ailleurs, ça va au-devant de ce qui est demandé par Alger. Et nous arrivons à cette situation. Mais ce sont des gages contre le gaz?
Non, contre des futurs achats de gaz. Parce que pour l'instant, il faut le dire, l'Algérie ne peut pas augmenter sa capacité de commercialisation. Les achats français de gaz en Algérie, c'est 9 à 10%. Alors, l'idée du président Macron, qui s'est précipité fin août sur ça, etc., c'est de préempter des promesses d'achat pour les années à venir. Peine perdue, pourquoi ? Parce que Mario Draghi, à l'époque chef du gouvernement italien, en mars avait pris les devants et il avait préempté tous les achats futurs de promotion du gaz algérien. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là, c'est-à-dire une situation de crise qui s'accentue. Et ce que je note, c'est le mode opératoire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Pas au niveau des relations entre États. Les relations entre États, entre Rabat et Paris, sont solides, sont importantes, etc. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est la multiplication des opérations de guérilla parlementaire. C'est de lobbyisme dont oui, mais c'est un lobbying. C'est du harcèlement permanent. Quel est le cadre le plus naturel qu'ils ont trouvé pour ça ? C'est le Parlement européen. Pourquoi le Parlement européen ? Parce qu'il y a un certain nombre de groupes parlementaires, il y en a une douzaine, mais de fait, il y en a 8, les grands groupes, il y en a 8. Et il y a un groupe, ils sont tous divisés, mais il y a un groupe socialiste, il y a un groupe écolo, il y a un groupe de la gauche radicale, il y a un groupe des partis populaires, surtout, où la France est très présente. Renew qui compte 98 élus, dont 23, donc quasiment le quart, c'est le quart. Le quart de ces parlementaires Renew sont français. Vous l'avez dit, vous avez bien fait de le préciser. Et le président, oui, bien sûr. Qui dirige ce groupe, c'est Stéphane Séjourné, qui est un proche de l'Élysée du président Macron. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la différence des socialistes espagnols, qui, eux, ont voté suivant les intérêts supérieurs de l'État, et les directives données par Pedro Sanchez, la vingtaine de députés macronistes du Parti de la Renaissance ont voté contre le Maroc, plus encore. Ils ont été la cheville ouvrière et la dynamo de toutes les opérations de ralliement à leur point de vue. Voilà l'état de la question. Très bien. Le troisième vice-président de la Chambre des conseillers, Fouad Khadiri, a indiqué que, je cite, la nature de la relation entre l'institution législative européenne et le Parlement marocain est complexe et que les relations entre les deux institutions ont rarement été calmes. Un commentaire, professeur Zakaria Aboudahab. Ils ont été tumultueuses. Peut-être cela dépend de la fonctionnalité reconnue à cette institution, rappelons-le, qui a été créée en 1951-52. Mais à l'époque, on parlait de l'Assemblée parlementaire européenne. C'était consécutivement au traité CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 62, cette assemblée érigée en Parlement européen, mais ce n'est qu'en 79 qu'il y a eu les premières élections au suffrage universel direct. Ce que je remarque, 2 points peut-être essentiels. D'abord, que l'Union européenne, globalement, est un peu fissurée, tétanisée, comme disait un auteur, Philippe Moreau-Defarge, dans le sens où les institutions reflètent également un État au sein même des pays membres de l'Union européenne. Le Brexit a été ressenti comme étant un tremblement géopolitique, et encore une fois avec la montée de l'extrême droite et ainsi de suite. D'où sont venus ces eurodéputés ? Ils représentent leurs pays respectifs. Et ils viennent avec une charge politique, ils viennent avec des agendas politiques. Par conséquent, nous remarquons depuis quelque temps, et là je passe au second point, du point de vue de la relation avec le Maroc plus particulièrement, 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de sommet Maroc-Union européenne, parce que c'est prévu dans le statut avancé. Depuis Grenade, en mars 2010, je m'en souviens très très bien, lorsque Sa Majesté même a adressé un message, quand il a parlé de la bonne gouvernance euro-méditerranéenne. Je rappelle, je donne quelques indices rapidement pour qu'on sache que réellement, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt et que nous sommes aujourd'hui peut-être dans une autre échelle à l'ère géopolitique. Le plan d'action s'est arrêté, le dernier, 2017 jusqu'à 2020. Il n'a plus été renouvelé. Je rappelle du plan d'action qui concerne le Parlement européen avec le Parlement marocain ? Non, le plan d'action qui applique l'accord d'association triennal généralement, qui détaille un peu les chantiers de collaboration. Okay. Et puis même le conseil entre le Maroc, ce qu'on appelle le conseil d'association, dernière réunion, c'était en juin 2019, ce qu'on appelait le sommet des deux rives. On voit déjà, et à partir, je rappelle quand même que je ne dissocie pas
la place également de la Cour de justice de l'Union européenne. Souvenons-nous, Madame Khadija, ici même, en décembre 2015, avec cette décision, je vois globalement aujourd'hui que le Parlement européen, plus ou moins, est dans une espèce de temporalité un peu particulière. Il reflète certaines tensions à l'intérieur même de l'Union européenne et par conséquent, ces critiques adressées au Maroc, ces ingérences, etc., ne traduisent qu'une ligne droite dès le départ, peut-être même depuis 2009, parce que 2009, c'est le traité de Lisbonne qui a renforcé ce qu'on appelle la codécision. Le Parlement européen se sent comme étant le dépositaire de la clause démocratique. Et dans la tête des eurodéputés, on va appliquer cette conditionnalité démocratique parce que le Maroc... Mais on peut se poser la question, est-ce que le Maroc peut vivre sans l'Union européenne? Forcément oui. Est-ce qu'il peut développer des relations séparément avec des pays de l'Union européenne? Oui, forcément. Et je crois que déjà le Maroc a commencé à réfléchir à des alternatives en cas de rupture. Donc en cas de rupture de relations avec l'Union européenne en tant que bloc. Que bloc, exactement, voilà. Merci. Et de maintenir les relations avec les pays. Vous n'êtes pas d'accord Si. Alors, oui. Surtout, oui, c'est maintenant, nous avons vraiment des accords de libre-échange avec plusieurs pays à l'extérieur vraiment de l'Union européenne, avec les États-Unis, avec d'autres. C'est quand même une ouverture. C'est-à-dire le Maroc vraiment d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'hier. Donc on a quand même des partenaires très solides. Visegrad, exactement. L'Association européenne de libre-écéchange avec la Suisse, avec Liechtenstein, l'Islande. Et plusieurs, vraiment. Voilà. Et ça compte. C'est tout simplement pour vous dire que vous avez vraiment parfaitement raison, que ça compte aussi. Vous me permettez d'être en désaccord avec mes deux amis. Le contraire m'aurait étonné, professeur Frémy. L'hypothèse qui a été évoquée, c'est une rupture des relations avec l'Union européenne, c'est bien ça. Un clash. Non. Ah oui, vous n'avez pas dit ça. C'est Frémy. 2015, le Maroc, quand la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu, il a décidé suspendre les relations. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc, pas de rupture, mais de suspension. Voilà, ça devait être dit. Donc il n'y a pas une rupture avec l'Union européenne, c'est un cas de figure qui n'est pas envisageable. Pourquoi ? Compte tenu de la nature, de la dimension des relations. Mais il faut s'y préparer. Non, je ne vous rejoins pas, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, les 2 tiers de nos échanges... Si ça ne s'arrête pas, alors attendez, moi je ne vous contredis pas, bien au contraire, je me pose une question. Voilà. Où s'arrêterait ce Parlement européen? Et la Cour de justice. Pour le moment, nous avons ces attaques du Parlement européen. 2023. En un mois, 4 affaires. L'affaire des droits de l'homme, l'affaire... des soupçons de corruption où le Maroc serait derrière des corruptions ou en tout cas à essayer de soudoyer des parlementaires européens qui sont venus d'ailleurs en visite au Maroc. Exactement. Et qui ont donné même des déclarations à la presse marocaine comme étrangère. Il y a eu aujourd'hui Pegasus. Voilà. Hier, on reçoit quand même en grande pompe une séparatiste qui appelle à la violence contre les Marocains et les Marocaines. Donc, il y a de quoi se poser la question où vont s'arrêter ces parlementaires européens. Est-ce que je peux essayer de répondre à votre question? Je viens de la finir. Voilà, allez-y. Merci. C'est pas une question, vous avez posé une question commentaire, mais je m'en félicite. Où s'arrêtera? Parce que ça permet de cadrer le débat. Il faut faire une distinction entre le Maroc, État, et l'Union européenne comme organisation. Il est exclu, il faut être sérieux, qu'il y ait une rupture totale des relations avec l'Union européenne, avec le Conseil, avec la Commission. Nous avons un membre avec nous qui dit non, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question. C'était pas discuté hier, pour que ça soit clair pour nos téléspectateurs. Ce qui est clair, c'est une réévaluation. Réévaluation avec qui? Où s'arrêtera le Parlement européen dans ses attaques contre le Maroc? Vous avez bien fait de le préciser. Il y a les organes. Quels sont les organes de l'Union européenne? Attendez, j'y viens. Il y a la Commission, il y a le Conseil, il y a la Cour européenne et le Parlement. C'est bien. Et la Banque européenne, ça ne pose pas de problème, ça marche bien avec elle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le Parlement européen, nous avons de gros problèmes, oui. Mais pas avec l'Union européenne. Mais ma question, Mustafa, c'était où s'arrêtera le Parlement européen dans ses attaques? Et c'est pour ça que nous avons un membre avec nous de la commission mixte marocaine. Rapidement, pour que je puisse lui donner la parole. Ça ne s'arrêtera pas.
L'hypothèse que je formule, moi, c'est que ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que c'est une machine d'agitation qui est drivée par qui? Elle est drivée par des groupes que nous connaissons, avec l'appui de qui? Des députés français, macroniens, et donc ça va continuer. On a eu les affaires que vous avez citées, vous allez voir qu'ils vont nous citer d'autres affaires. C'est pour ça que c'est important de ne pas confondre, de ne pas mêler les rapports entre le Maroc et l'Union européenne. Il y a eu la visite de Bref, Joseph c'est un chantage Borrell. politique de Paris contre Rabat. C'est un réel chantage politique de Paris contre Rabat. Je reviens à votre question. Oui, Non, mais c'est vrai. Simrabit, Oui, oui, professeur, vous avez raison, exactement. Il y a plusieurs composantes. Oui. Et maintenant, on s'est vraiment focalisé sur seulement relations Parlement européen, Parlement marocain. parfait. Et c'était ça sa question. Donc, c'est-à-dire maintenant, la Non, décision... mon collègue avait parlé de rupture avec l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai réagi. Attendez. expliquer d'abord. C'est bon, je pense que Si vous le le message permettez, est clair, sur il n'a pas l'évaluation. évoqué le mot Voilà, il n'a rupture. pas dit ça. La réévaluation, ça c'est une décision du Parlement marocain. Qu'est-ce qu'une réévaluation? Alors, Voilà, voilà. il fallait Ce serait- reconsidérer oui. les termes exacts. Voilà. Il fallait reconsidérer vraiment nos relations avec le Parlement européen, parce que ça fait pratiquement 13 ans. Donc, et il y a eu quand même des manquements du côté européen. C'est-à-dire, nous avons créé donc une commission mixte, donc Parlement européen, Parlement marocain, avec un statut et avec tout ce qu'il faut reconnu des deux côtés. Qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Mais c'est le côté européen. Depuis 2020, donc cette commission, la CPM, a été bloquée par qui? Par le côté européen. Wow. Oui, parce qu'il n'y avait pas de réponse. On a essayé à maintes reprises. Il y avait même des lettres des présidents exactement du Parlement marocain au président de là-bas et aussi au président de la commission mixte, donc Metsola. Jamais eu de réponse. C'est très difficile. Et moi, je peux vous dire, comme membre de la commission mixte, on a essayé à maintes reprises pour créer des groupes thématiques, d'après le statut vraiment de la CPM. J'ai jamais eu de réponse. C'est très difficile. Et on voyait clairement qu'il y avait une volonté vraiment exactement de diminuer ou d'affaiblir cette coopération. C'est comme s'il y avait une force derrière Voilà. qui vraiment poussait dans cette Et direction. c'est pas gratuit, j'ai envie de Voilà. dire. C'est pour cela que je vous Ce dis. n'est pas gratuit tout cela. Et il y a eu quand même Oui. une réunion après de 2020 et jusqu'au vraiment le premier blocage à mai 2022, où il y avait la 11e réunion de la commission. Oui. Mais juste après, il y avait le deuxième blocage, jusqu'à maintenant. Et alors? Donc voilà, exactement. Et on essaie de comprendre vraiment pourquoi. D'où la décision prise On par essaie le Parlement. vraiment de comprendre pourquoi, je pense que c'est clair. hein. Oui, il y avait des lobbyistes. je veux dire, Je vous ai dit qu'il y avait Là, des on va lobbyistes au-delà derrière. du lobbyisme classique. Eh ben, parce qui que ce n'est travaillaient pas- pour- voilà, C'est exactement. une pratique diplomatique, il ne faut pas avoir honte. Le Maroc Oui, oui. fait du lobbyisme aussi. Tout le monde fait du lobbyisme, que ce soit dans le secteur privé pour avoir des marchés ou sur la sphère permettez- Oui, là, diplomatique. c'est pour quelque gêner le chose Maroc. C'est quelque chose Voilà. de très naturel et normal dans des relations. Ça n'est Mais pas là- du lobbying. Mais là, nous ne sommes plus Non, dans plus, le oui. lobbying. Exactement. Nous sommes passés à une Oui, étape supérieure. Exactement. Ça, si vous permettez, ça n'est pas du lobbying, c'est le non-respect d'un texte et d'un accord sur la création de ce comité mixte Maroc-Parlement. Oui, ce que Il y a disait des Simran. textes, il y a des statuts, il y a un règlement intérieur. C'est pas un comité qui a été créé avec 3 lignes à la presse, etc. Voilà. Oui, mais c'est une tribune quand même offerte aux calomnies, à la diffamation à l'encontre du Maroc. Pour éviter toute confusion. Professeur Abou Dahab, bien sûr, le Pour droit de éviter réponse. Le droit de toute réponse. confusion. Premièrement, il faut qu'on sache que le Parlement européen est une pièce maîtresse dans l'architecture normative et institutionnelle de l'Union. Vous le savez très bien. Vous savez que le Parlement européen peut émettre une motion de censure. Est-ce que vous savez qu'il peut démettre des membres de la Commission européenne? Est-ce que vous savez qu'il peut introduire une demande auprès de la Cour de justice de l'Union européenne? Est-ce que vous savez qu'il peut activer l'initiative citoyenne? Est-ce que vous savez qu'il a des compétences législatives, qu'il a des compétences budgétaires, qu'il a des compétences en termes de contrôle des engagements? Imaginez demain, si le Parlement européen bloque les accords conclus avec le Maroc, imaginez demain, si la Cour de justice de l'Union européenne, aujourd'hui, rend un accord, un avis, ou plutôt une décision négative défavorable au Maroc, quelle allait être, c'est la question que je pose, la réaction du Maroc. Sa Majesté l'a bien dit. Les lunettes avec lesquelles le Maroc entrevoit les partenariats, c'est la question de la centralité de l'intégrité territoriale. Moi, j'étais clair dans les propos Mais en les disant 27 que membres de l'Union On les laisse européenne le finir savent. peut-être, Ils le c'est Srémy. savent. Alors, On laisse finir professeur Abou Dahab. ça, d'une part, quand j'ai parlé de l'Union européenne, moi, j'ai pensé à 2015,
mais également la souveraineté du Maroc. C'est-à-dire, à un moment donné, si on sait ou on remarque que nous sommes dans une conjoncture qui est très défavorable et que nous sommes dans une constance, je crois que le Maroc doit prendre les bonnes décisions et dire au final que ce partenariat doit être revu et corrigé fondamentalement. Je crois qu'il faut revoir même les principes sur lesquels ce partenariat est essoufflé. Nous ne sommes plus en 1995. Mais pas une rupture. Qu'est-ce que nous entendons par dialogue politique? Non, mais il n'y a pas de rupture. Voilà, c'est dans ce Non, sens. mais alors, Une suspension. alors ça, c'est un des scénarios. Voilà, oui. La suspension des relations entre le Parlement marocain et le Parlement européen. Je ne parle pas de l'Union européenne de manière beaucoup plus globale, mais d'une des instances centrales de cette Union européenne, qui est le Parlement européen. Quels sont les autres scénarios, Khman Mrabet? Moi, je pense vraiment qu'après cette évaluation, qui va être faite donc, par le Parlement marocain, il y a d'autres aussi évaluations thématiques. Et à la fin, toutes ces évaluations vont être mises ensemble et il y aura un plan d'action pour discuter donc, avec la partie donc, européenne. Il y a une réaction du Parlement européen après justement cette décision du Maroc de réévaluer ses relations avec le Parlement avec son homologue européen. C'est une décision souveraine. Non, décision souveraine. Mais vu qu'il commente toutes nos décisions souveraines, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu une réaction de vos homologues européens? Non, il n'y a pas de réaction. Il y a eu zéro réaction. Officieuse? Officieuse, maintenant officielle, tout le monde, non. parce qu'ils ont officieuse, peut-être. Parce qu'ils ont des problèmes très sérieux de leur côté, comme vous le savez. Quel genre de problème? Le genre de problème. Je ne sais rien. Mais nous voulons surtout, nous voulons vraiment vulgariser un point pour que nos chers téléspectateurs comprennent vraiment quels sont les mots MAUX qui minent ce Parlement européen aujourd'hui. C'est le manque de confiance. Parce que la corruption, maintenant les Européens, ils se posent des questions. Oui. Et il y a eu quand même le président d'un pays membre des 27, la Hongrie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais de toute façon, ça, c'est des corrompus. Ce Parlement ne sert à rien. Il faut vraiment arrêter. Il l'a dit. Je sais. Et ça, c'est quand même un président d'un pays. Donc, c'est pour vous dire, c'est très sérieux. Maintenant, ils essayent, bien sûr, de réévaluer la situation. Ou, sûrement que vous l'avez entendu, il y a maintenant des actions à faire pour essayer de regagner donc, cette confiance. Elle est perdue du côté marocain vis-à-vis du Parlement européen aujourd'hui. On ne regarde plus le Parlement européen comme ce partenaire historique et important pour le Royaume. On reconsidère nos relations avec le Parlement européen. On va faire une évaluation, mais vraiment très sérieuse, de 13 ans de coopération. Et après, on va vraiment montrer au Parlement européen, voilà exactement les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, et surtout la non-conformité de l'autre côté européen. Le Parlement européen ne respecte pas ses engagements. Je vous assure que vraiment le statut de la CPM, comme l'a dit le professeur, mais il y a des choses flagrantes. Ils n'ont pas respecté ça. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Le premier article vraiment du statut de la CPM qui dit quoi? Que toutes les questions d'intérêt commun doivent être débattues. Ou dans la CPM. Pourquoi? Parce qu'il y a les membres, c'est-à-dire le Parlement européen, tous les groupes sont représentés. Il y a 13 dans la composante européenne. Et de notre côté aussi, il y a bien sûr la majorité, l'opposition, donc 13 contre 13. Et normalement, toutes les questions, avant d'aller vraiment sortir une résolution ou un amendement, normalement, il fallait discuter ça dans ce comité. Mais vous n'en avez pas entendu parler. Non, ils ne veulent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Donc ils ont gardé ça en catimini jusqu'à ce qu'ils déposent ce projet de résolution. Non, on a été voté des choses et on est comme des pompiers. Il y a par exemple, le Renew sort quelque chose, les Verts sortent voilà, et on est vraiment toujours, on avait des relations, donc toujours on partait là-bas. Pourquoi? Pour expliquer, pour clarifier les choses. Mais quelle est la relation justement que vous avez avec les membres du groupe Renew et tout particulièrement leur président, le français Stéphane Séjourné, qui se trouve être aussi conseiller du président Emmanuel Macron? On n'avait pas de relation directe avec lui, c'est-à-dire on essayait vraiment toujours de parler à tout le monde, bien sûr ceux qui voulaient vraiment nous écouter, parler avec nous, mais on n'avait pas de contact avec lui. Parce qu'il serait derrière aussi la séance sur Pegasus. Professeur Sahimi, sur cette question-là, sur ce fameux Stéphane Séjourné, et aujourd'hui qui visiblement ne conseillerait pas
les orientations du Parlement européen, mais aussi et surtout les décisions françaises. Il est conseiller du président. La discrétion et la semi-clandestinité qui a entouré les préparatifs des résolutions du Parlement européen. La résolution du 19 janvier, elle a été faite, préparée par un petit comité de 4 eurodéputés et 4 jours auparavant. 4 jours auparavant, dans la semi-clandestinité. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est la même chose pour ce qui est de l'audition avant-hier de Sultana Kheya. Et nous sommes jeudi aujourd'hui de l'autre séparatiste, Aminatou Haïdar. Ça s'est fait et on ne savait pas il y a 10 jours. Donc c'est des opérations coup de poing, des opérations de commando parlementaires qui sont faites, etc., pour créer une situation. Maintenant, pour votre question, on parle de Pegasus. Pegasus, il y a des informations extrêmement importantes qui ont été données. C'est quoi Pegasus? C'est une affaire qui a éclaté en fin 2020 par un consortium d'une cinquantaine de journalistes, d'agents, de journaux qui sont arrivés à cette conclusion en juillet 2021 qu'il y avait 28 pays qui avaient acheté le logiciel espion d'une société israélienne, 28, ils ont donné les noms des pays d'Amérique latine. De l'UE. Oui, tout à fait. Oui, 12 pays de l'UE. C'est quasiment la moitié des pays Moyen-Orient, européens. etc. Et sur ça, ils fourguent, c'est le cas de le dire, le nom du Maroc. Et qu'est-ce qu'on a vu en juillet 2021, tout le monde s'en souvient? Une mobilisation exceptionnelle des médias français, surtout sur l'implication du Maroc, Pegasus. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était une opération, il faut bien le dire, je pèse mes mots, une opération de déstabilisation politique qui a été menée par l'État profond français. Et si vous me donnez le temps, j'expliquerai l'État profond français. Peut-être pas le temps, mais j'aimerais bien que vous expliquiez votre définition de l'État profond français. Parce que là, nous parlons d'institutions qui sont démocratiquement élues, mais là, c'est vous parlez de l'établissement français. Vous savez, dans tous les pays, il y a un État, dans les pays sérieux installés, il y a un État profond. En Somalie, il n'y a pas d'État profond, etc. Il y a un État profond, c'est quoi? C'est un cercle informel de décideurs qui se considèrent comme garants et protecteurs des intérêts supérieurs du pays. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas ailleurs, c'est le cas en Russie, c'est le cas en France, c'est le cas. Et donc, ce qui s'est passé du fait de l'autonomisation du processus de décision souverain du Maroc, de la normalisation avec l'État d'Israël, de la reconnaissance américaine, du dynamisme des entreprises marocaines en Afrique occidentale, etc., fait que ces gardiens ou ces défenseurs de l'État profond considéraient qu'il fallait donner une leçon au Maroc et le ramener dans le champ habituel, ça dérange. C'est ça qui est fondamental. Et ça a commencé en 2014-2015, sous la présidence Hollande. Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment ce sentiment de cette relation de fraternité entre la France et le Maroc depuis Jacques Chirac, selon certains observateurs? C'est la fin d'une séquence. Depuis Jacques Chirac, il y a eu comme une fracture dans cette relation fraternelle franco-marocaine, maroco-française. C'est avec la présidence Sarkozy, malgré tout. Il faut continuer. La césure, pour moi, c'est évidemment la présidence Chirac, prolongée par la présidence Sarkozy. La césure, c'est président Hollande et le président Macron. C'est quelque chose de tout à fait différent. Macron, c'est plus la césure, c'est la fracture. Oui, voilà. Vous êtes moins diplomate que moi. Bien. Non, je suis plus réaliste et factuelle. Pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre de facteurs qui sont venus et au-dedans au Maroc et à l'international qui ont fait que le Maroc n'est plus, de 2022-2023, n'est plus le Maroc qu'il connaissait. Ce qui est étrange, c'est que le Maroc n'est pas un cas isolé par rapport à ses frères africains. Hein. Pegasus... La France, vraiment, elle veut garder ce contrôle sur les anciennes colonies et protectorats pour le cas du Maroc. Si vous me permettez, à la réunion débat du Parlement hier, des précisions
internationales ont été données. Il y a eu des enquêtes internationales probantes par des organismes internationaux qui ont établi qu'on ne pouvait en aucune manière mettre en cause le Maroc ni établir quelque traçabilité conduisant à un serveur permettant d'espionner les uns et les autres. Ce sont les documents fournis par un certain nombre d'organisations internationales, Amnesty International et les autres que nous connaissons, etc., n'ont pas respecté les règles méthodologiques scientifiques, ils ont traficoté, ils ont bisouillé, bidonné leur traitement, leur technique, etc. C'est ça qui est important. Et nous sommes arrivés à cette conclusion, tout le monde en convient, que le Maroc n'a rien à voir avec Pegasus. Oui. Les Espagnols ont fait leur enquête. Ils sont arrivés à cette conclusion. Les Français ont fait leur enquête. Vous savez, le président Macron a demandé une étude sur ça, des services spécialisés. Le Maroc n'a rien à voir, etc. Et donc, ça fait partie de l'enfumage et de l'affichage d'une hostilité permettant de brouiller un certain nombre de repères. Et ça, c'est le Maroc qui ne l'accepte pas parce que c'est une hostilité qu'il ne supporte pas. Et il compte y répondre. La mobilisation de notre Parlement est l'un des volets de cette réactivité, c'est-à-dire nous serons non seulement réactifs, mais nous serons aussi proactifs, c'est-à-dire on va porter le débat là où il doit être porté, notamment au niveau de la commission mixte. Voilà. La commission mixte, cette commission mixte, d'ailleurs nos amis parlementaires vont interpeller la présidente du Parlement européen pour dire qu'est-ce que vous voulez faire cette commission mixte ? On travaille avec, ou alors on décide qu'il n'y ait plus de commission mixte. Après une réévaluation. Vous savez que c'est le seul pays qui a un comité parlementaire mixte. C'est le Parlement européen, Maroc. Donc, il faut, comme gage, évidemment, du statut avancé, c'est l'expression. Donc, ou bien on fait quelque chose avec ce comité mixte, ou bien si c'est une machine de guerre et un cadre d'expression des hostilités des uns et des autres, nous n'avons rien à faire avec ce comité mixte. Mais des hostilités, mais qui ne font pas l'unanimité. Je veux dire, cela, visiblement, ne vient que d'une seule partie bien déterminée. Que pourraient faire les autres partis pour, justement, contrebalancer cette opération contre le Maroc? On revient à la nature spécifique, en droit international, de cette institution qui s'appelle l'Union européenne. Elle est classée comme étant une organisation intergouvernementale, mais d'intégration. Ça veut dire avec des organes dits supranationaux. Et cette même institution, elle-même, est sujette à des influences internationales et ne peut pas se défaire de sa relation transatlantique avec les États-Unis. Mais je voudrais quand même rappeler une chose très importante. C'est un peu le contexte géopolitique et géoéconomique dans lequel le partenariat euro-méditerranéen a émergé. C'était 1995. Un an avant 1994, en octobre, il faut le rappeler, le Maroc a été le premier pays de la région MENA à avoir abrité le sommet d'Imena à Casablanca, exactement. Le second, c'était à Amman, la capitale de la Jordanie. Et précisément, l'Union européenne jouait également une certaine compétition géopolitique avec les États-Unis, ne l'oublions pas, qui, leur démarche, eux, est très particulière. Par conséquent, l'idée, c'était intégrer Israël dans la normalité euro-méditerranéenne. Et en même temps, probablement, empêcher aussi la Turquie de devenir membre à part entière. 1995, c'était l'année où la Turquie avait conclu l'accord dit d'établissement d'une union douanière. Le Maroc a gagné du terrain, il faut le dire, parce qu'il pensait à beaucoup de choses. Que s'est-il passé? Avec le temps, cette complexité de l'Union européenne, son évolution, par exemple les traités successifs depuis 1951, je l'ai dit, à chaque fois ajouter des doses homéopathiques et augmenter également les compétences d'un organe qui s'appelle le Parlement européen. Parce qu'il serait le dépositaire, je l'ai dit tout à l'heure, de cette clause de la souveraineté populaire, si vous voulez, et qu'il a un droit de regard sur le fonctionnement des autres institutions. Je l'ai dit tout à l'heure, mais rappelons-nous, il y a quelque temps, même le haut représentant à la politique étrangère et de la sécurité n'avait pas dit des propos amènes à l'égard du Maroc en septembre 2022, qui par la suite, on a dépassé cette conjoncture, mais il a lancé des missives un peu très implicites, des messages codés dans sa rencontre avec M. Borreta. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faudrait désormais aborder l'Union européenne comme étant, dans le cadre d'une approche intégrée. Il ne faut pas dissocier le Parlement des autres institutions. Ce serait une erreur majeure sur le plan de la méthodologie.
Le Parlement, c'est les autres institutions. Encore une fois, ce que je demande, c'est aujourd'hui, si on ne peut pas prédire l'avenir, il faut au moins le construire et l'anticiper. Imaginons demain si la Cour de justice de l'Union européenne, encore une fois, rejette l'extensibilité des accords conclus sur l'agriculture et la pêche au niveau du Sahara marocain. Quelle serait la position marocaine, cette fois-ci, par rapport à une problématique qui, aujourd'hui, à mon sens, est essoufflée? Il faut revoir ce que je disais tout à l'heure, tous les fondamentaux de ce partenariat. Le monde a changé, on n'est plus à 95. Il y a parlé de plusieurs thématiques, justement, tout à l'heure. Il y en a 8. Oui, Alors, exactement. il y a 8 thématiques. Il y a bien sûr la thématique économique. Et j'imagine que c'est celle qui pèse le plus lourd dans la balance. Oui, toutes les thématiques, pas seulement économiques, mais aussi sur, par exemple, Quelles sont les autres le thématiques? droit, bien sûr, la presse, l'énergie, l'immigration, le terrorisme, tout ça, donc, c'est-à-dire vraiment toutes les composantes. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voulait vraiment établir, on a eu pas mal de contacts pour vraiment que ces groupes thématiques commencent à travailler, mais il n'y avait pas la contrepartie de l'autre côté. Et à chaque fois, on demandait ça. C'est prémédité. C'est prémédité. Oui. Non, mais prémédité, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi on crée quelque chose pour ne pas la faire fonctionner. C'est ça la bonne question. C'est-à-dire depuis 2020, et ça, c'est quand même, il y avait des mains derrière C'est pour que ça lié fonctionne à un pas. Voilà, contexte exactement. international, je l'ai dit, j'y reviens. Il y a un C'est contexte Parce que je veux dire une régional chose. au-delà Parce que de je veux dire une cela. chose. Oui. Parce que si ça fonctionnait, on ne serait pas dans cette situation. Et parce que normalement, ces amendements, ces résolutions, normalement, il fallait passer par la commission mixte. Et pour discuter et normalement voter. Ils ont évité ça pour que ça réussisse. C'est-à-dire, voilà, un petit groupe, par exemple, de ce groupe, un membre ou deux de ce groupe-là, essaye de venir, et avec allumer le feu et laisser vraiment la partie C'est la marocaine. moitié des élus qui ont voté cette résolution, en tout cas en ce qui concerne les droits de l'homme et la liberté de la presse. 356. Et Absolument. le total, c'est 705 Voilà. députés européens. Voilà, c'est la moitié qui a voté. Pourquoi il y a eu un tel vote? 356, aussi majorité. Il y a un contexte particulier qui est la guerre. Qui est le Qatargate et l'adjonction à ce supposé Qatargate, moi j'en sais rien, personne n'en sait rien, le Marocgate. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement déstabilisés et sur la sellette, ces eurodéputés, parce qu'on les accusait de corruption. Les membres même de l'Union européenne, certains disaient, vous voyez, c'est tous des corrompus, ça ne sert à rien ce Parlement, et c'est tout le courant en plus souverainiste qui n'accorde pas beaucoup de légitimité au transfert de compétences qui a été fait en direction de ce Parlement européen. C'est important. Il y a tout un courant de droite, d'extrême droite, qui est souverainiste. En France, ça a dit, ce Parlement, ça ne sert à rien, il faut que ça soit la souveraineté nationale. Et donc, il y a eu ce moment de focalisation avec le procès des eurodéputés comme corrompus, le Qatargate, et puis on a cité le Maroc, et donc ils ont éprouvé le besoin de se blanchir et de se dédouaner en se mobilisant sur quoi? Pas sur le Qatar. Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué qu'ils ne parlent plus du Qatargate. Pourquoi parce que la réaction était forte. Parce que la réaction du Qatar dit, vous continuez, on coupe le gaz. Pas seulement le gaz. Et le reste. Même les sociétés, les investissements. C'est un message qui a été compris. Alors, le Maroc est bien élevé. Alors, excusez l'expression, l'Europe ne serait-elle pas aujourd'hui otage du gaz? Parce que là, il y a certes ce rapprochement entre Paris et Alger, et que soudainement, Alger décide de rappeler son ambassadeur à Paris pour une soi-disant affaire d'exfiltration d'une citoyenne algérienne qui se trouve être aussi française. Franco-algérienne. Bon, quelle humiliation pour le président Tebboune. Une humiliation. C'est-à-dire, il n'arrive... Ah oui, il faut parler clairement. En termes comme juriste, je parle comme juriste. Voilà une dame qui est l'objet d'un mandat d'arrêt par la justice algérienne, Bouraoui, Amel Bouraoui, qui se trouve à Tunis. L'Algérie a une convention judiciaire de coopération avec la Tunisie. La Tunisie n'exécute pas cette convention judiciaire de coopération et remet et autorise la sortie d'Amel Bouraoui, franco-algérienne, vers la France, laquelle France a dit « Ah, mais c'est une Française ». Ce qui aurait dû primer,
Ce qui est réprimé, c'est l'application de la convention judiciaire algéro-tunisienne. Voilà. Et quel camouflet pour le président Tebboune, alors qu'il y a 10 jours, son chef d'état-major était à l'Élysée et ailleurs, et que lui se propose d'aller faire une visite d'État. Mais pour dire quoi? Pour dire que l'axe prétendu Paris-Rabat est un axe qui est fragile. Paris-Alger, pas Paris-Rabat. Paris-Alger, pardon. Paris-Alger, excusez-moi. Bon, oui, cela dit, c'est pas très faux parce que c'est en train de se fragiliser cet axe Rabat-Paris. Hein. Une affaire comme ça conduit au rappel d'un ambassadeur. Donc c'est fragile, c'est pas solide et il n'y a pas non plus, dans ce sens-là, de grosses convergences entre Paris et Alger sur un certain nombre de grands secteurs. Les convergences n'existent pas sur la politique maghrébine, à l'égard de la Libye, par exemple, à l'égard de ce qui se passe au Sahel, où il y a des concurrences, il y a des problèmes, etc. Donc il y a là une conjonction qui s'est faite, un rapprochement opportuniste et conjoncturel. L'actualité nous donne l'illustration de la précarité de cet axe-là, même s'il y a des ventes d'armes et peut-être des prochaines ventes de gaz de l'Algérie à la France. La prochaine étape, justement, de cette commission ad hoc, Khammar Mrabet, vous, en tant que membre de cette commission mixte Maroc-UE, enfin, commission parlementaire, là, il y a eu l'évaluation. Là, c'est la phase évaluation sur les 8 thématiques. C'est-à-dire, la première, c'est juridique, c'est-à-dire vraiment une évaluation par rapport vraiment sur les textes. Est-ce qu'on a appliqué les textes ou non? Et quel est le recours si le cas échéant, si les textes n'ont pas été appliqués? Quel est le recours du Parlement marocain? On va démontrer que vraiment, côté européen, on ne respecte pas ces textes. Ah, donc là, c'est quand même... Encore, moi je peux le dire, lui il ne peut pas le dire, les parlementaires. On va faire le constat de l'échec de l'application des textes régissant ce comité mixte Maroc. Et donc, après le constat. Eh bien, sur cette base-là, le Parlement européen, le Parlement européen, si vous permettez, le Parlement européen, pas le comité, sera interpellé, parce que c'est lui qui a créé ce comité mixte, et on va dire au président, au Parlement européen, qu'est-ce que vous voulez faire de ce comité mixte? Quelles mesures vous comptez prendre pour le dynamiser? Ils vont quand même reconnaître, parce que c'est clair et net, que côté européen, ils n'ont pas respecté leur engagement. Parce que c'est des engagements, pas seulement c'est basé sur l'accord, le partenariat, le statut avancé, et approuvé de l'autre côté, publié dans leur bulletin officiel, et de notre côté. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, ils vont reconnaître que de leur côté, il y avait un manquement. Et je pense que quand même, ils ne vont pas prendre ça à la légère. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Parce que là, j'ai l'impression que l'intérêt majeur, c'est l'énergie, c'est le gaz. Et non, mais il y a d'autres choses plus importantes. Il éclipse peut-être les choses les plus importantes. Quelles sont les choses? Quelles sont ces choses? Parce que quand on parle le rôle du Maroc dans le domaine, par exemple, le contrôle de l'immigration, le combattre le terrorisme, la sécurité pour l'Europe, ça, c'est inquantifiable. Pas seulement en mètres cubes ou de barils de gaz, de pétrole. Ça, pour les Européens, c'est crucial. On va leur dire respectez les engagements pris. Oui, bien sûr. Les engagements pris sur la base de textes. Et ne venez pas nous faire la leçon. Pacta sunt servanda. Les engagements pris doivent être exécutés de bonne foi. C'est la Convention de Vienne de 69. Chose importante à mon sens, il faudrait, à mon avis, redéfinir les termes de référence par rapport au règlement intérieur, statut fondateur de la commission parlementaire mixte. Deuxièmement, interpeller même dans un plaidoyer international très bien ficelé et montrer comment le Parlement a failli à ses engagements sur la base de preuves tangibles et en même temps leur dire qu'on ne peut pas fonder des conclusions uniquement sur la base d'allégations qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas authentifiées, uniquement en provenance de Reporters sans frontières, et que donc finalement, la vocation de ce Parlement est un peu tangente, c'est biaisé, et donc on n'a pas à craindre un face-to-face par rapport à ce Parlement. Mais donc globalement, cela nous pousse à mon sens à des réflexions plus fondamentales sur ce qu'est le Parlement européen, qui sommes-nous, que voulons-nous faire avec ce partenariat construisant, un havre de paix autour de la Méditerranée, avec des périls qui sont montants, ou bien si vous voulez se défaire de cette relation, eh bien je crois que le Maroc doit préparer
déjà dès maintenant, je dis maintenant, des alternatives. Je pense que le Maroc est déjà sur le chemin des alternatives Surtout en avec l'Espagne. diversifiant. Surtout avec l'Espagne. Absolument. C'est très en important. C'est oui, très important. Oui, Mais aussi le parfaitement. côté bilatéral, c'est très important. Voilà, Par exemple, ce que je avec voulais dire. l'Espagne. Voilà. Parce que de l'autre côté, donc il y a l'Union européenne, mais il n'y a qu'un Maroc. Mais pour nous, il y a les relations bilatérales. Exactement. On peut avoir des ce que très vous bonnes disiez relations. tout à l'heure, nous avons de C'est-à-dire très bonnes avec relations. l'Espagne, avec Oui, l'Allemagne, avec la Hollande, avec la Roumanie, et peut-être, Oui. pourquoi pas, avec tous les membres, mais seulement l'Union, ils seront obligés, eux, de revoir la situation. Et si l'on met, et C'est si ça, vous c'est ça. permettez, si Parce l'on que met pour en nous- équation, si l'on met en équation et qu'on minore nos rapports avec le Parlement européen, comme ça paraît être l'hypothèse probable, il nous faut veiller à consolider nos rapports avec les 27 parlements des États membres de l'Union européenne. Il faut consolider au niveau des 27 Bien, et au niveau des parlements, voilà, compte ce qu'on est en tenu train du de faire fait que maintenant. voilà, ce Parlement européen n'est pas à la hauteur de la situation ni des engagements qu'il prend, Et ce sera une commission mixte, plutôt bilatérale que multilatérale. qui existent. Ce serait plutôt, hein, ce n'est pas encore, C'est pas encore le cas. On va attendre surtout L'évaluation, le exactement. constat de cette évaluation. Exactement. Que nous allons certainement discuter dans cette émission, Inch'Allah, en présence des parlementaires marocains, peut-être aussi de parlementaires européens Pourquoi et de pas. nos experts. Exactement. La prochaine fois, 10 Inch'Allah. secondes, si vous le permettez. Le Maroc a changé. Le Maroc 2023 réagit, il est proactif. Il y a 20 ans ou 25 ans, on n'aurait pas réagi de la même façon. Et ça mérite d'être dit. Et ça mérite aussi, je vais juste reprendre une partie du discours de Sa Majesté où il parlait justement de l'importance et de la centralité de notre cause nationale et que c'était le prisme par lequel Voilà. le Maroc allait regarder tous ses partenariats, soit-il unilatéral ou bilatéral. Message clair. c'est ça. Merci Voilà, beaucoup, professeur Avec plaisir, Zakaria avec Boudahab. plaisir, Madame Khadija. Merci, Cheikh Madame Rabet. C'était un plaisir de vous accueillir encore une fois ici. Professeur Sahibi. Merci à vous et bonsoir. Et bonne soirée à vous. Merci pour votre fidélité à Question d'Actu.